Café Cloud 2030, explorer demain pour comprendre aujourd'hui. Le cloud, un mot apparu depuis un moment dans l'industrie, dans les médias et qui fait déjà partie intégrante de nos vies et ça ne va pas s'arrêter. Il est la clé de voûte d'un système dédié à faire fonctionner des services, pour la plupart dématérialisés. Et au fil de la numérisation des services publics, des usages numériques grand public, via nos smartphones notamment, de la dématérialisation des documents et des processus dans les entreprises, c'est toute la valeur que désormais le cloud capte des infrastructures aux données en passant par les services développés spécifiquement pour exploiter tout cela. Et s'il est central dans le jeu technologique et dans les usages quotidiens, il pose de nombreuses questions, et notamment d'ordre politique. Les débats autour du cloud de confiance, du cloud souverain, des débats passionnés autour du Health Data Hub prouvent que la question des données personnelles et citoyennes, de leur stockage, de leur exploitation, sont un sujet sensible et à maturité dans l'opinion. Face à l'hégémonie de ce qu'on appelle les magmas, pour Meta, Amazon, Google, Microsoft et Apple sur le marché des fournisseurs de services cloud, les acteurs de l'industrie financière, ou plutôt industrielle française et européenne, sont face à un dilemme difficile à résoudre. Embrasser les avantages technologiques fournis par ces acteurs américains hégémoniques pour accélérer leur transformation IT, ou protéger leurs services stratégiques ainsi que leurs données de leurs clients au prix d'une agilité peut-être moindre. Est-ce que l'émergence de nouvelles offres de cloud souverain, cloud de confiance, cloud européen est la réponse ou une contrainte de plus à intégrer ? Est-ce que les conditions pour arriver à une situation satisfaisante pour la France et l'Europe, pour réussir le chemin critique qui nous sépare de l'horizon 2030 ? Quelles sont ces conditions ? Et comment ne pas rater l'opportunité du cloud sans brader une forme de souveraineté ? En clair, pourquoi le cloud est-il un enjeu politique majeur ? Ce sont les questions que je vais poser aujourd'hui à mes deux invités de ce premier numéro de Café Cloud 2030 by Udrive, Philippe Latombe et Arnaud Ponce. Philippe Latombe, bonjour. Vous êtes député Modem de Vendée et vous êtes un fin connaisseur des sujets numériques à l'Assemblée, puis un pourfendeur aussi de toutes ces questions autour du numérique souverain, du cloud souverain. Et Arnaud Ponce, vous dirigez la fondation Digital New Deal, qui est un think tank qui accompagne les décideurs politiques et économiques pour créer une troisième voie économique. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. On va commencer par un cartoon. On va commencer par un petit dessin que j'ai trouvé récemment sur Internet. On trouve de tout sur Internet, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, ce dessin que je vous montre là, qu'est-ce qui vous inspire quand on voit ça ? Alors, pour ceux qui vont le voir à l'écran, on voit des personnes qui se disent « Tiens, mes process étaient trop compliqués. Alors maintenant, j'ai tout mis dans une boîte noire avec un point d'interrogation dessus qui s'appelle le cloud et hop, tous les problèmes sont résolus. » C'est comme ça que la classe politique et les industriels voient ou ont vu peut-être le cloud ? Oui, je pense qu'il y a une partie de ça. Une grosse partie de méconnaissance de ce que c'est que le cloud pour beaucoup de décideurs politiques. Et c'est pas une critique, c'est qu'on leur a pas appris ce que c'était, que c'est apparu comme étant une solution miracle. C'est un peu ce que montre le cartoon. Tout est compliqué dans les arbres de décision et dans les choix. Les données, on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas ce que sont des données, la plupart du temps. Et du coup, le fait de dire que c'est dans les nuages quelque part, ça simplifie beaucoup le débat. C'est limite poétique d'ailleurs. Oui, non, mais l'utilisation du mot nuage, info-nuage, comme l'info-nuagique, comme disent les Québécois. C'est apparu comme étant une solution en fait pour évacuer un peu le problème, pour essayer d'en parler, sans forcément rentrer dans le détail de la technicité. Or, il y a beaucoup d'autres choses que simplement de la vapeur d'eau dans le cloud. Et puis en remettant aussi les clés peut-être à des acteurs qui disent tout va bien se passer, je vais gérer toute la complexité. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est qu'effectivement l'ensemble de la sphère politique, mais au niveau local comme au niveau national, a été un peu biberonné par les magmas, en leur disant on va s'occuper de gérer les données pour vous, vous inquiétez pas, on s'en sert, vous en restez toujours propriétaire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais on s'en occupe, on gère. Et dans ces cas-là, il faut se poser peut-être des questions. C'est certainement une des pistes de discussion qu'on aura aujourd'hui. Arnaud Ponce. Ce dessin est une caricature et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien avouer qu'aujourd'hui, le bénéfice principal des offres des hyperscalers, donc les versions cloud des offres des GAFA, donc les magmas, en l'occurrence. Les magmas, c'est que quand on se met à la place d'une grande entreprise internationale, un Renault, un LVMH, ce qu'on veut, lorsqu'ils vont chercher une solution de cloud, c'est-à-dire de cloud
c'est pas que l'hébergement, c'est tous les services logiciels qui viennent au-dessus, c'est ça qui compte. Oui. Vous avez deux choix en fait. Soit l'intégration, elle se fait chez vous, elle est très complexe, soit l'intégration est déjà by design dans la solution que vous achetez. Donc quand vous achetez AWS ou Azure, un de ces Magma, vous avez une offre où tout est packagé. Ce sont des offres liées, d'ailleurs juridiquement c'est un autre débat, mais ce sont des offres packagées. Si vous décidez d'être très souverain et vous allez prendre une solution française, européenne, vous allez devoir à chaque nouveau service rajouter un autre interlocuteur. Et donc ça veut dire que l'intégration elle se fait chez vous. Et on voit la complexité, l'interopérabilité, s'assurer que tout est compatible, etc. Donc aujourd'hui ils ont un avantage compétitif assez énorme qui est très bien expliqué dans ce dessin, qui peut se comprendre quand on est acheteur et qu'on n'a pas un pouvoir de politique très fort et qu'on a juste envie de protéger son job, on va choisir un hyperscaler parce qu'on est sûr de ne pas se tromper d'une certaine manière. C'est comme ça le problème aujourd'hui. Et si on prend un peu de hauteur sur cette question-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là je repars des GAFA 2 secondes, parce que ce sont les mêmes mais sous une autre casquette, c'est que les GAFA, ils ont réussi sur ces 20 premières années, à enfermer, on dit locker en anglais, enfermer les consommateurs dans leur écosystème. D'accord, une fois qu'on est chez eux, on n'en ressort plus. Et là, ce qu'ils essaient de faire pour les 20 prochaines années, c'est d'enfermer les entreprises. Avec exactement la même démarche, avec exactement la même logique. C'est je suis une entreprise, je rentre chez vous, et après, comme tout est sur place, eh bien du coup, je n'en sors plus. Donc c'est avec le même savoir-faire quelque part d'intégration, notamment logicielle. On va y venir. Vous avez les chiffres sous les yeux, chiffres 2022 des géants de la tech. Justement, ce qu'on voit, c'est que les trois premiers, c'est donc Amazon. Ensuite, nous avons Azure. Là, ce sont les chiffres donc, du troisième trimestre 2022. Donc Amazon en premier avec sa filiale donc AWS. Ensuite Azure, donc Microsoft. Ensuite Google Cloud. Et puis ensuite, il faut y penser aussi que les Chinois avec Alibaba, IBM Cloud, Salesforce, Tencent, un autre chinois, et Oracle. Pas de français dans ce palmarès. Justement, Arnaud, vous le citiez il y a quelques instants, c'est important aussi de rappeler que très souvent on peut avoir cette image d'Épinal de se dire en gros le cloud c'est des data centers avec des machines en rack, pas que justement, ou plus forcément, puisque maintenant il y a une intégration verticale avec notamment les données, justement, la captation de données, le stockage, le traitement via des couches logicielles qui sont propres justement à ces hyperscalers. Ça, c'est aussi ça qui constitue leur avantage. Oui, il ne faut pas oublier que ces entreprises, donc les GAFAM et donc les hyperscalers, leur offre de cloud, c'est que ce sont des entreprises logicielles à la base. Et ils sont venus sur le cloud presque par hasard. Si on prend AWS et Google, ils vous racontent le storytelling, c'est le même. C'est que c'est pour eux-mêmes qu'ils ont mis en place ces solutions. Et puis, évidemment, avec le niveau d'investissement qu'ils ont et les talents qu'ils ont, il faut bien dire ce qui est, eh bien, ils se sont rendus compte que l'offre qu'ils avaient créée pour eux-mêmes, ils pouvaient la commercialiser. Donc c'est ça le point d'origine de leur force. Donc, quelle était votre question déjà ? Non, mais là où ils ont un gros avantage, et ils l'utilisent beaucoup depuis plusieurs mois, c'est qu'ils parlent de sécurité, systématiquement de cybersécurité. Nous sommes sécurisés, nous sommes les plus grands pourvoyeurs de cybersécurité. Et donc, venez mettre vos données, venez utiliser nos couches logicielles, parce que nous allons vous assurer la cybersécurité, l'intégralité de votre système. Et aujourd'hui, dans le contexte géopolitique actuel, c'est clairement ce qu'ils ont vendu. Mais de même que Alibaba, qu'on a dans votre tableau, l'a vendu de façon très importante au CIO. Oui. Et que c'est pour ça que Alibaba est devenu le fournisseur de cloud du CIO et qu'on est obligé de travailler avec eux pour les JO, en y mettant des couches de cybersécurité d'enfer, parce qu'on ne veut pas tout laisser non plus sur Alibaba. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, Arnaud a raison, il y a eu les particuliers dans un premier temps, il y a les entreprises maintenant, sachant que là, ce que vous dites, et dans le document, c'est 217 milliards de dollars, on n'est qu'au début d'une exponentielle. Tout à fait. On aura peut-être toujours le même classement, mais avec des chiffres qui vont donner le vertige. C'est qu'on sera à 4 ou 5 chiffres en termes de milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont en train de se digitaliser, mettre de l'IoT, la 5G passe par là, on a des évolutions technologiques très fortes, et donc le volume de données et donc le volume nécessitant du cloud, soit pour les données, soit pour les logiciels, pour traiter, et puis avec l'intelligence artificielle qui va arriver, c'est un marché phénoménal qui est en train de s'ouvrir au niveau des entreprises. Pour les particuliers, c'est fait. On ne va pas stocker plus de photos qu'on en a aujourd'hui. Mais ça reste à la marge. Oui, puis on ne stocke plus de films parce qu'on les a en streaming. On ne stocke plus merci Adopi, au passage. RCP, pareil. On n'a plus de son. On est directement. Oui, tout est matérialisé aujourd'hui. On n'a plus de. Oui. Et on est en location.
Oui. Et ben, le cloud, c'est aussi ça. C'est que les entreprises sont en train de louer des facilités technologiques auprès des hyperscalers notamment. Et ça pose une question de la propriété. Alors, il ne vous a pas échappé dans le titre Café Cloud 2030. Et puis, on parle aussi de la question politique, puisque vous le disiez, Philippe, d'abord les particuliers, puis les entreprises, et puis maintenant, il y a les États. Donc, c'est ça qui est le sujet aujourd'hui qui va nous intéresser, c'est de voir comment les États se positionnent par rapport à ces offres-là et ces postures qu'aujourd'hui proposent ces magmas. En 2030, on va se positionner quelques instants en 2030. Politiquement parlant, on va dire qu'on va prendre deux pilules, la pilule bleue et la pilule rouge, de manière très originale. Arnaud, Philippe, pilule bleue, tout s'est bien passé en 2030 en Europe. Avec la question du cloud, ça a été bien géré politiquement, ça fonctionne bien. Si je vous dis ça s'est bien passé, ça ressemble à quoi, le paysage? Allez, j'essaye. Non, mais je suis assez optimiste, moi. On va laisser la pilule rouge après pour Philippe Latombe. Toujours. Alors, pourquoi je suis optimiste? Parce que connecter les 7 milliards d'humains, on sait que c'est trop tard. Leur offrir la solution de cloud qui va avec, donc on vient de le dire. En revanche, les entreprises, on n'en est qu'au début. Donc effectivement, on a 30% je crois des entreprises qui sont sur du cloud en Europe versus 90%, 94% aux États-Unis. Tout ça pour dire, et effectivement, on va rajouter l'IoT, on va rajouter. Donc il y a un marché de croissance. Donc il y a un marché de croissance. Pourquoi est-ce qu'on peut être optimiste? D'abord parce que l'Europe s'est réveillée. Quand je disais qu'on a pris 20 ans de retard pour les consommateurs, c'est un fait, c'est que la régulation qui correspond à ça arrive que maintenant. C'est le DSA, le DMA. Oui. Ça arrivera même que l'année prochaine. On va reparler un tout petit peu plus tard pour préciser ce que c'est. D'accord. Mais la régulation qui concerne les entreprises, elle est déjà en cours. C'est le Data Governance Act, pour l'essentiel. Et donc là, on n'est pas défensif, on est offensif. C'est-à-dire qu'on se sert de la régulation pas pour se défendre, mais on crée une régulation pour consolider un marché et créer un marché. Parce qu'on sait qu'on a un avantage compétitif en plus. C'est que, ok, les GAFAM, ils sont meilleurs que nous en tout, ils ont plus d'argent, tout ce qu'on veut. Mais dans la culture industrielle, et notamment des systèmes critiques, on a un énorme avantage compétitif. Donc, on a la possibilité, demain, de prendre la main sur un marché. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que moi, je pense que si on joue bien les questions de coopération, parce qu'il ne faut pas rêver que l'on fasse un GAFAM européen. J'aimerais que WooDrive devienne le Ariane, je ne sais quoi, européen, mais je n'y crois pas trop. Pas WooDrive spécialement, bien sûr. Je pense plutôt qu'on a essayé ça pendant 20 ans. C'est plutôt pousser les filières à coopérer. D'ailleurs, c'est tout l'objectif du Data Governance Act, c'est pousser les filières à partager les données, à mutualiser dans une logique de coopération, parce que le seul moyen de créer une offre intégrée, comme on disait tout à l'heure, c'est par la coopération et non pas par la recherche d'un nouveau monopole. Donc là, on ne fait pas un Airbus bis du numérique, mais on essaye de trouver une collaboration. Non, c'est pas le bon parallèle. Philippe, du côté de la pilule rouge, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes en 2030. On est en 2030, ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à imposer notre législation. On n'a pas réussi à faire cette transformation dont parlait Arnaud tout à l'heure, juridique. Et donc on a laissé les usages prendre le pas sur la réglementation. Et on a des États qui se sont vendus totalement aux hyperscalers parce que c'était plus simple et qu'il fallait qu'ils fassent leur mue le plus vite possible. Et ils l'ont mal fait, c'est-à-dire qu'ils ont loué les services, ils ont mis toutes les données là-bas, ils ont développé les logiciels sur les clouds des uns et des autres, et il n'y a pas de capacité à revenir en arrière. Et donc forcément, on a une perte d'efficacité, et surtout, on a une perte de pouvoir, parce que les États deviennent inféodés au cloud, à AWS, à Azure, Google, et puis tous ceux qui seront là en 2030. J'y crois pas trop. C'est-à-dire que je serais plutôt dans un scénario qui est ni tout à fait rouge, ni tout à fait bleu. Je pense qu'effectivement, les entreprises et la réglementation pour les entreprises et les OIV va avoir un effet important. Et donc, on sera sur du multi-cloud de façon assez systématique. En revanche, je pense que l'État, en tout cas en France, n'a toujours pas compris ce que c'était que le cloud, ne sait pas le traiter de façon uniforme et homogène au sein des différents ministères. Et donc, il va y avoir des compétitions féroces entre ministères, entre les ministères régaliens qui, eux, ont cette question de la souveraineté en tête, et donc ils vont avoir du cloud privé, ils vont le faire dans leur coin. La défense, le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a vu avec la LOPMIC, c'était commencé. Et puis on va avoir tous les autres ministères, notamment le ministère de la Santé, qui lui sera directement dans du cloud grand public. On l'a vu, ce qu'on a vu avec le HDH. Avec le HDH, et qu'on ait cette difficulté à avoir une politique homogène. Ce qui veut donc dire que derrière, par ricochet, les collectivités territoriales auront du mal à se positionner et vont faire un peu n'importe quoi. Et que c'est d'ailleurs un marché qu'attaquent
aujourd'hui, très clairement, les GAFAM, on l'a vu avec le Salon des maires, j'ai jamais vu autant de GAFAM au Salon des maires, avec des petits gadgets de partout, c'était impressionnant, parce que le marché de croissance pour la partie publique, il y a l'État, c'est des grands projets, mais il y a surtout les collectivités qui sont très très loin de la digitalisation et de la numérisation de leurs données. Donc en clair, il faut essayer de ne pas y aller en ordre dispersé. La vérité, vous l'avez dit Philippe, elle est un peu entre les deux en général. Donc on va essayer de repartir maintenant de notre situation actuelle, essayer de comprendre un peu le chemin critique, de voir quels sont les aiguillages, les moments de bascule qu'il peut y avoir justement sur, vous avez commencé à en donner d'ailleurs Philippe, sur ce chemin qui peut nous amener à un scénario plutôt rouge ou plutôt bleu, ou peut-être un autre scénario, allez savoir. Arnaud, justement, vous avez commencé à aborder un sujet sur la question de l'industrie. En Europe, on est très industrie. L'Europe s'est construite là-dessus à la base, l'ACK, le charbon, et puis les grands projets. Je citais Airbus tout à l'heure. On aime bien faire ça. C'est un peu dans l'ADN européen. J'entends qu'aujourd'hui, ce n'est pas la réponse forcément qu'il faut apporter dans le numérique, mais pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'il est crucial donc, de défendre le numérique et le cloud, on va dire, européen, ou une posture, on va dire, européenne autour du cloud, de manière aussi forte que l'on pourrait défendre une industrie comme l'automobile ou l'agriculture? Les deux sont liés. C'est-à-dire que je pense que l'industrie est le bon vecteur pour réfléchir à ces questions-là. Une fois de plus, parce qu'on a un avantage compétitif. C'est pas un hasard si les Allemands ont commencé à réfléchir à ces questions avant nous. C'est parce qu'ils ont une industrie encore plus forte que la nôtre à défendre. Et d'ailleurs, c'est là peut-être que le débat aujourd'hui sur les enjeux de souveraineté numérique se joue. C'est entre les Allemands et nous. On a deux visions totalement différentes. En deux mots, ça donne quoi ces positions? Alors, les Allemands, pour eux, la souveraineté, c'est le fait de protéger les données. C'est la souveraineté des données. Quand nous, c'est la souveraineté de l'infrastructure. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils exportent beaucoup. Et leur marché n'est pas européen, il est américain et chinois. Donc quand ils réfléchissent à l'industrie 4.0, ils réfléchissent à l'export. Et donc, by design, ils veulent avoir comme partenaires des partenaires internationaux, en l'occurrence les hyperscalers américains, parce que ça leur permet de gérer leurs données à l'international. Quand nous, Français, on va avoir une vision très gaullienne, qui est la défense d'une autonomie stratégique. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, donc, on le voit sur d'autres sujets qui sont l'énergie et le militaire. C'est-à-dire que pour nous, l'alliance n'empêche pas l'autonomie. On est dans l'OTAN parce qu'il est impossible de faire des guerres au niveau mondial, non pas des guerres mondiales, au niveau mondial, comme on le voit bien aujourd'hui en Ukraine, tout seul dans son coin, même si on a une puissance assez importante. Et pour autant, avoir le nucléaire nous permet d'avoir une autonomie dans cette OTAN. D'accord ? On le fait exactement la même chose sur tous les sujets, y compris le numérique, et y compris l'énergie. On voit bien les Allemands n'hésitent pas à dépendre des hyperscalers américains sur le numérique, pour les raisons que je viens de dire, des Russes sur le gaz, et des Américains sur le militaire. Donc on voit bien qu'on a deux philosophies totalement différentes qui va être de plus en plus difficile à concilier au niveau de l'Europe. Il va bien falloir faire quelque chose là-dessus, Philippe. Mais oui, alors c'est effectivement, je pense que la vraie difficulté, c'est notre vision différente entre les Allemands et nous. Là où Arnaud a raison, c'est qu'ils pensent données, mais ils ont pensé données, ils ont pensé brevets. C'est-à-dire que les Allemands pensent beaucoup protection des données, protection des savoir-faire par les brevets, ce que nous, on fait beaucoup moins. Mais ils n'ont pas peur d'être dépendants. Et cette dépendance-là, nous, on a toujours cherché à s'en prémunir. Et aujourd'hui, on a une vraie vision différenciée. Le bon exemple pour le cloud, c'est qu'on a pris Secnum Cloud comme une norme. On va peut-être en reparler plus tard. Mais juste pour expliquer en deux mots. Secnum Cloud, c'est une norme qui est proposée par l'ANSSI, qui certifie des offres de cloud. Donc l'ANSSI, Agence nationale de sécurité. Pour tous ceux qui connaissent pas. Voilà. Les services d'information, services informatiques, qui est une filiale, c'est pas beau ce que j'ai dit. Qui est une, comment ça, c'est privatisé? Voilà, non, c'est pas privatisé. C'est une administration qui dépend de Matignon, qui est logée physiquement dans des locaux aux Invalides, dans la Défense, qui a pour objet de proposer des solutions pour sécuriser les systèmes d'information de l'État, mais aussi de tout le monde. Et donc Secnum Cloud, on avait voulu le transformer en une norme européenne qui s'appelle EUCS. On avait réussi à faire une négociation politique en début d'année 2022 qui s'était bouclée correctement. Et on a appris il y a un mois et demi maintenant que les Allemands revenaient sur une des clauses d'EUCS, qui est une brique fondamentale, qui est la règle de l'immunité à l'extraterritorialité étrangère. En gros, les Américains nous font sur le cloud ce qu'ils ont fait avec le dollar à une époque, avec les banques, en disant puisque vous utilisez du dollar, c'est une monnaie qui nous appartient, donc vous êtes soumis à nos règles juridiques à nous. Et ils font la même chose avec le Cloud Act, le FISA et d'autres textes. Et donc le Secnum Cloud devait nous protéger. EUCS devait être la transposition européenne de Secnum Cloud. Et les Allemands sont en train de nous dire oui, mais on a un petit souci.
c'est que si on fait ça, on ne travaillera plus avec les Américains. Or, moi, j'ai besoin pour mon industrie de pouvoir travailler avec les Américains. Donc, il faut que je puisse... Alors, accessoirement, ils travaillent aussi avec les Chinois, qui leur ont dit à peu près la même chose. Et donc, du coup, on a une renégociation politique sur EUCS qui nous pose des véritables problèmes. Donc ça peut être effectivement, comme on le disait, dans ce chemin critique, une négociation qui pourrait être critique dans la bascule à venir. On sent bien que en fait, les Allemands sont tellement... leur industrie est tellement fragilisée à cause du prix de l'énergie, à cause de leur dépendance au gaz russe, qu'il faut qu'ils s'en débarrassent le plus possible. Pour s'en débarrasser le plus possible, il faut qu'ils aient du gaz américain et qu'on leur fournisse de l'énergie pour que l'industrie puisse continuer à tourner. Et ce qu'ils disent à l'Union européenne, parce que ce jeu-là se joue aussi à la Commission, ils disent à la Commission, mais si nous, notre économie tombe, c'est l'économie entière européenne qui va tomber. Donc vous n'avez pas intérêt à nous laisser tomber, il faut que vous nous souteniez. Il faut que vous souteniez notre industrie. C'est pas simplement les voitures, c'est tout le Mittelstand allemand, donc c'est toute la partie industrielle de TI que nous n'avons pas forcément en termes de tissu en France de la même façon, qui aujourd'hui se dit, moi mon principal problème, c'est absolument pas les Américains, c'est l'énergie. Donc il faut que je fasse quelque chose, donc je suis prêt à faire ce qu'on veut avec le cloud. Revenons au niveau français. Aujourd'hui, on a un débat autour de la notion de cloud souverain versus la notion de cloud confiance. Déjà, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour tout le monde. Comment vous définiriez cette dualité entre cloud de confiance versus cloud souverain, en 2 mots? Parce que c'est une définition quand même qui vient d'une posture politique. Oui, c'est vraiment une posture politique. L'idée au départ, c'était un cloud souverain, c'est-à-dire que c'est une infrastructure française ou européenne opérée par des acteurs français et européens non soumis à des règles extraterritoriales qui font du stockage et du traitement via les logiciels de données sur le territoire européen. Ça, c'est la partie souveraine pure. On revient à une notion de territorialité, même si dans le cloud, la notion de territorialité, c'est toujours un peu particulier. Le cloud de confiance, c'est l'idée de se dire, on va s'affranchir d'un certain nombre on va se prémunir d'un certain nombre de soucis, mais on n'en fait pas forcément l'alpha et l'oméga de... Voilà. Le cloud souverain est plus large que le cloud de confiance. Le cloud de confiance dit on peut utiliser des solutions étrangères si et seulement si on y met des protections, par exemple du chiffrement, pour pouvoir se prémunir d'éventuellement fuites de données, etc. Il n'y a pas que ça, il y a la question aussi de la territorialité des données, puisque en gros, jusqu'à présent, une entreprise américaine qui était sur un sol européen pouvait quand même faire remonter des données aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe essaie de se prémunir de cela avec des dispositifs tels que DSA, DMA. Donc, et d'où le fait que si des acteurs américains veulent maintenant être, on va dire, compliant, comme on dit, donc on va dire validé, notamment par les différents, on va dire par l'ANSSI, il faut faire en sorte de découper, si on peut dire, le service proposé par ces sociétés versus le fait d'être lié à des clouds américains. Oui, alors, avec une difficulté quand même, c'est qu'on peut dire qu'il y a une région Europe, par exemple, ou plusieurs régions en Europe, et donc forcément les données seront localisées sur cette partie-là, sauf que le principe même du cloud, c'est qu'il soit le plus élastique possible, et qu'on puisse avoir accès à des puissances de calcul d'autres régions si on en a besoin. Ou s'il y a une région qui tombe pour une raison ou pour une autre, par exemple l'Europe de l'Est qui tombe parce qu'il y a une cyberattaque russe, comment est-ce qu'on fait pour permettre que le service continue à fonctionner? Donc l'idée de la territorialisation... Oui, sur le principe, c'est très juridique, parce qu'en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. La seule vraie façon de se protéger, c'est de chiffrer, et d'avoir des clés de chiffrement qui ne soient pas aux mains des opérateurs de cloud. Arnaud. Alors, si on revient sur l'idée de cloud souverain et cloud de confiance, on va peut-être les définir rapidement, parce que c'est hyper structurant. Cloud souverain, c'est la version chimiquement pure, et le cloud de confiance, c'est la version un peu plus édulcorée, plus pragmatique. Pourquoi je dis pragmatique? Parce que la souveraineté numérique, en fait, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est un mot valise qu'on utilise tous, mais la souveraineté numérique n'existe pas. Dans le sens où même les Américains sont dépendants technologiquement des microprocesseurs taïwanais, je ne vais pas faire la liste. Donc personne n'est parfaitement autonome. Donc qu'est-ce que c'est que l'autonomie stratégique dans le numérique? C'est, et comme dans les autres domaines, c'est la gestion des interdépendances. C'est-à-dire de qui on accepte d'être en partie dépendant, et nous, comment on se rend nous-mêmes, on les rend dépendants de nos propres services. Donc c'est une gestion de cet écosystème. C'est une sorte de, on va dire, de balance, oui, ou de pouvoir contre pouvoir. Absolument. Et donc dans cette gestion des interdépendances, on voit les Allemands, eux, ils vont profiter de ça pour, ils disent, quand je dois un peu équilibrer mes dépendances, je vais passer de 100% dépendant russe à 50% russe, 50% chinois. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Parce qu'ils en profitent pour faire quoi? Pour renforcer leurs liens commerciaux avec leur marché. Quand nous,
quand on pense écosystème de confiance et donc interdépendance, on en profite pour consolider et faire un espace politique, pour faire un espace de confiance entre membres d'une même communauté, entre guillemets. Bon. Donc c'est deux approches totalement différentes. C'est pour ça qu'une fois de plus, la rupture entre les deux est très importante. Alors maintenant, dans les clouds de confiance, il y a aussi deux niveaux. Alors les clouds souverains, ça va être quoi? Ça va être, typiquement, on parlait des données de santé. Si on devait avoir un cloud souverain, c'est sur des données extrêmement sensibles. Donc il faudrait demain qu'on ait des données de santé, d'éducation, etc., qui soient sur des clouds souverains. Bon. Les clouds de confiance, on a deux niveaux. Quand le gouvernement a lancé le cloud de confiance en 2021, il l'a fait de manière très défensive, avec un spectre qui était très juridique, qui était là pour se dire, voilà, Cloud Act, effectivement, extraterritorialité, les Américains peuvent récupérer nos données, et les entreprises françaises, européennes sont en panique. Concrètement, là, il n'y a plus de cadre juridique avec ces fournisseurs, et on ne quitte pas ces fournisseurs du jour au lendemain en claquant des doigts, c'est pas vrai. Donc comment est-ce que j'encadre ma relation avec ces hyperscalers, comment je crée un cadre de confiance juridique, et ça a été les offres hybrides qui ont été lancées, etc., sur comment j'encapsule juridiquement une offre technologique américaine. Ça, c'est le premier niveau, c'est la version la moins souveraine. La version plus souveraine arrive, un an après, le gouvernement est arrivé avec le discours de Strasbourg du ministre Barrot chez OVH il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, oui, où il explique que maintenant ils vont faire la promotion véritablement de solutions de cloud de confiance européennes. Je pense à NumSpot qui a été lancé par la Banque des Territoires avec Outscale, Docapost, Bouygues Telecom. Là, on commence à créer des vraies offres de cloud avec des écosystèmes de confiance souverains. Pour finir sur ce point, je cite Michel Paulin, qui est DG d'OVH Cloud et surtout préfigurateur d'un comité de filière numérique, qui nous dit « Les données sont au cœur de nos vies, au-delà de la valeur numérique, ou plutôt de la valeur économique des données. Nous voyons bien qu'il y a maintenant une valeur stratégique, géopolitique, éthique. Il est donc indispensable que l'Europe se dote de l'ensemble des moyens pour disposer d'un rapport de force technologique qui la rende capable d'indépendance. C'est ça la souveraineté. La définition de la souveraineté, selon nous, c'est la liberté de choix. Ce n'est pas le protectionnisme, l'isolationnisme, ou même le souverainisme, c'est ça, la capacité de choisir. Et je finirai en vous posant une question d'internaute, puisqu'on a aussi des questions qui ont été posées sur les réseaux. Justement, une personne dans une entreprise qui nous dit « À quoi bon prôner la souveraineté et la souveraineté pour la souveraineté ?» Quel sens ça a finalement ? Il ne faut pas prôner la souveraineté pour la souveraineté. Enfin, à ce moment-là, on a simplement un débat théorique et ça ne sert à rien. Ce que dit Michel Paulin, je l'avais dit dans le rapport que j'avais rendu, c'est effectivement cette capacité à faire un choix. Pourquoi ? Parce que, et je pense que c'était une erreur de l'ancien ministre du un choix équilibré, on va dire, un choix en conscience. Mais je pense que c'était une erreur de la part de l'ancien ministre Cédrico. du numérique, Cédrico, quand il disait on a perdu la bataille du cloud, il faut qu'on se concentre sur les batailles à venir, l'intelligence artificielle. Sauf que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, sans le cloud, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est une couche logicielle qui permet aux algorithmes d'apprendre. Parce qu'on a, sur les données qui eux-mêmes sont stockées dans le cloud. Et donc tout est lié. On a absolument besoin de cette brique-là. Et donc c'est en ça que le cloud est absolument nécessaire. Et derrière, quand on parle du cloud, il y a toutes les filières qui vont en dessous. Il y a toute la partie microprocesseurs. On voit bien qu'on a lancé en Europe une réflexion sur les microprocesseurs parce qu'on dépend de Taïwan. Et donc forcément, s'il arrive un malheur à Taïwan, on sera le bec dans l'eau. Les Américains ont fait la même chose. C'est pas pour rien qu'Apple a commencé à designer ses propres puces et va commencer à les faire fondre aux États-Unis ou ailleurs pour être sûr de pouvoir avoir une filière d'approvisionnement complète. Très bonne puce d'ailleurs, donc ça montre qu'ils sont très très au point. Non mais c'est important de sur une technologie à l'origine anglaise, ARM quand même. Oui, non mais voilà, mais alors, on a un vrai problème, c'est qu'on avait ARM qui était à vendre et il y avait une offre d'achat par un Américain, ce qui aurait fait que le marché entier serait parti, pour une partie des serveurs serait quasiment américaine, donc on avait un problème d'extraterritorialité. Il faudra qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on garde ARM dans le giron européen ou au moins qu'on lui laisse cette partie anglaise pour que voilà. Sachant qu'ils sont à vendre. Mais donc c'est pas de la souveraineté pour la souveraineté, c'est vraiment très concret. C'est comment est-ce que les entreprises vont pouvoir avoir la maîtrise de leurs données. Est-ce qu'elles savent où est-ce qu'elles sont ? Comment est-ce qu'elles peuvent les utiliser ? Comment est-ce qu'elles peuvent s'en servir pour faire progresser leur propre technologie, leur propre industrie ? Et puis pour nos concitoyens, c'est de savoir où sont les informations qui les concernent. Le RGPD, c'est bien beau si on peut l'utiliser en Europe, mais si toutes les données partent aux États-Unis ou en Chine, il n'y a plus de RGPD qui compte. Et donc, en fait, toutes les données sont parties là-bas. Et donc, je pense que c'est pas simplement un mot pour faire plaisir. C'est vraiment l'avenir. Et on l'a bien vu, toutes les entreprises sont en train de passer dessus. Et on est encore très loin des États-Unis. Et on est déjà à 217 milliards de dollars. Vous vous rendez compte de ce que ça sera dans 5, 10, 15 ans. Il faut bien rappeler que le RGPD, ce n'est pas que le petit encart qui apparaît à chaque fois comme sur un site web qui nous embête avec les cookies. C'est surtout effectivement une défense des données
personnel. Vous parliez il y a quelques instants, Philippe, de Cédrico, qui est l'ancien ministre du numérique. Maintenant, on a Jean-Noël Barrot. Et justement, je vais vous faire écouter une interview qu'il donnait il n'y a pas longtemps à BFM. Le président de la République a obtenu lorsque la France présidait l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le règlement DMA, l'acte sur les marchés numériques. Oui, DMA, on en parle beaucoup. Oui, qui va imposer à ces hyperscalers, comme on les appelle, ces géants du numérique dans le cloud, eh bien, des pratiques de concurrence plus équitables, avec de la portabilité, c'est-à-dire la capacité qu'on a de passer d'un offreur de cloud à un autre, avec de l'interopérabilité, la possibilité d'avoir plusieurs clouds dans son entreprise pour réouvrir des marchés qui étaient jusqu'à présent verrouillés et laisser de l'espace à certains de nos acteurs français. Ça, vous pensez que c'est un vœu pieux ou c'est véritablement ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue politique, arriver à faire émerger par le biais notamment de directives comme le DMA. Donc peut-être, c'est le moment d'en parler, peut-être d'expliquer un tout petit peu plus ce que c'est que DMA et son jumeau DSA. Arnaud, Philippe. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le DSA et le DMA, pour moi, ils viennent réguler un peu le monde d'avant. C'est-à-dire que le fait qu'on a des plateformes qui ont centralisé toute la valeur, capté toute la valeur, et donc on les a abordés sous deux angles. Une dimension vraiment concurrentielle, Data Market Act, qui est le Digital Market Act, qui est vraiment là pour s'assurer qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence de la part de ces grandes plateformes. Et le DSA, c'est vraiment plus sur la dimension contenu, donc plutôt les plateformes sociales, sur la responsabilité qu'il y a sur le contenu de ces plateformes. Donc c'est très structurant. C'est un pan de la réponse, évidemment. C'est un point de départ très important. C'est un cadre qui va permettre effectivement de libérer un espace pour la concurrence, comme l'explique le ministre. Mais je me permets d'ajouter quand même que je pense que c'est le Data Governance Act qui est la régulation à venir de loin la plus structurante sur ces questions-là. D'abord parce qu'elle est offensive et pas défensive, et deuxièmement parce qu'elle est véritablement là pour créer les conditions d'un marché un peu sur mesure par rapport à nos acteurs. Philippe Latombe, vous pouvez peut-être préciser ce... Non, je partage totalement. DSA, DMA, on est en réponse. Clairement, il fallait le faire. On a constaté qu'il y avait un dysfonctionnement et on y met une régulation pour pouvoir l'ouvrir. Maintenant, ça fige les positions. Ça réouvre le champ, mais il reste des positions dominantes très fortes. À entendre le ministre, ça a permis de réouvrir le jeu. Il y a plusieurs choses qui vont réouvrir le jeu. Là où Arnaud a raison, il y a le DGA, le Data Governance Act, qui va être, lui, offensif, et donc qui sera très important parce qu'il a une volonté d'imposer cette réglementation même à l'extérieur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du DSA. En une phrase en fait, on veut faire de l'extraterritorialité du droit européen sans le dire. Voilà. C'est le DGA, c'est ça. C'est le RGPD appliqué aux entreprises, voilà. Si je devais vraiment... Oui, de façon claire, simple, c'est ça. Il y a l'IA Act qui arrive en même temps, et les deux cumulés vont faire que l'Europe aura une position avec une bulle réglementaire juridique très forte qui a une volonté de s'exporter. Ensuite, il manque un truc quand même dans ce que dit Jean-Noël Barrot, et ça, je pense que c'est pas faute de le dire depuis longtemps, et je lui ai redit, je lui redirai. Il va falloir redire encore. On va le redire, c'est la commande publique. Tant qu'on n'a pas la brique, tant qu'on n'a pas, et je pense qu'on est dans une phase où le président de la République étant allé voir Biden il y a quelques jours, s'étant fait un peu renvoyer sur les roses. Biden lui a quand même expliqué, occupez-vous de votre propre problème de souveraineté avant de commencer à venir nous voir chez nous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc il faut qu'on fasse un Buy European Act, et il faut qu'on fasse un Small Business Act. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une commande publique qui soit fléchée vers les petites et moyennes entreprises et pas simplement vers les grosses ESN, notamment dans le numérique, je pense au numérique. Parce que les ESN sont en train, comme ils n'ont pas pris le marché du cloud, ils sont en défense eux aussi. Et donc, ils s'associent assez facilement avec les géants hyperscalers pour les vendre. On le voit avec Atos, qui a noué un partenariat avec AWS, qu'il a rendu public il y a quelques jours. On le voit avec Orange et Capgemini, avec Bleu, avec Microsoft. On le voit avec Thales et Sens avec Google. Donc, il faut vraiment qu'on ait une commande publique qui soit vers les petites et moyennes entreprises. Et il faut qu'on ait une commande publique qui soit fléchée vers des acteurs européens. Il faut que l'argent européen ruisselle vers les territoires européens et vers les entreprises européennes. Pas seulement les entreprises. De ce que j'entendais au tout début de cet entretien, il y avait aussi la question des territoires ou des régions, des collectivités au sens large, qui elles aussi sont la cible d'aujourd'hui d'acteurs. Et peut-être demain que Bleu ou Sens va venir taper à leur porte en disant « Rassurez-vous, c'est bon, on est flagué bleu, blanc, rouge, tout va bien se passer. » Et c'est pour ça que la commande publique, il faut qu'on arrive à bouger le code de la commande publique, qui est valable pour l'État, mais qui est aussi valable pour les collectivités territoriales.
Ce qu'on a imposé aux collectivités territoriales pour les cantines scolaires, en leur disant il faut que vous ayez de l'alimentation, X% de bio, etc. bio, mais circuit court, etc. Il faut qu'on arrive à le faire dans la partie numérique. Et aujourd'hui, les collectivités sont un vivier de données absolument phénoménal de la vie des gens. Sans jeu de mots, ça commence de la naissance avec l'état civil jusqu'à la place dans le cimetière et des concessions perpétuelles. Et entre les deux, il y a des données financières sur combien est-ce que le foyer gagne, combien il a d'enfants, donc quel est le ratio calculé pour pouvoir faire le coût de la cantine, le coût du périscolaire. Donc on a vraiment des masses de données qui sont aujourd'hui sur nos territoires. Il faut qu'on ait les collectivités soient en capacité de pouvoir passer commande auprès d'entreprises françaises, européennes. On en pense. Et c'est pas un hasard si effectivement l'entretien qu'a donné le président de la République il y a 48 heures maintenant, je crois. Alors, à date où on tourne ce podcast, mais effectivement, oui, lors du dernier voyage aux États-Unis d'Emmanuel Macron, et qui a rencontré pour notamment traiter de ce sujet qui est peu ou prou vu comme du protectionnisme. Voilà, donc on a un tir groupé de Thierry Breton en Commission européenne et du président de la République sur la création d'un Buy European Act. Donc nous on militait depuis des mois, je crois qu'on a signé ensemble une tribune là-dessus. Donc on voit ça d'un très bon œil. C'est hyper structurant parce que depuis tout à l'heure on parle que d'une chose, on parle de l'offre. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer une offre alternative européenne. Ça c'est génial. Il faut ça, mais il ne faut pas que ça. S'il n'y a pas la demande, ça ne sert à rien. Ouais. Donc la commande publique, il faut une vraie stratégie de commande publique, une stratégie d'achat. Comme ont les Américains depuis toujours. On ne va pas refaire l'histoire, mais on sait très bien que les GAFA existent parce qu'il y a la commande publique, parce que la DARPA, parce que la NASA, parce que l'armée américaine amorce avec des contrats de plusieurs milliards ces entreprises et après elles ont une taille mondiale. Quand nous, on est les seuls à ne pas se protéger, on est les seuls à ne pas avoir une stratégie de commande publique qui fait que on est un peu les dindons de la farce. Il faut donner un symbole aussi. Je pense que le bon symbole serait que le HDH ouvre sa commande publique. Donc pour expliquer le la plateforme de données de santé française, qui aujourd'hui était chez Microsoft, qui devait partir chez Microsoft, qui est un très bon projet parce que c'est vraiment structurant pour la recherche médicale. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui pose problème sur le fameux Health Data Hub, c'est la partie gouvernance. Bon, très bien, mais c'est surtout la partie stockage des données, traitement de données, qui est aujourd'hui sur du Azure, qui n'a pas fait l'objet d'un marché public. Et sur des données aussi structurantes que les données de santé, aussi sensibles que les données de santé, ce qui serait bien, c'est que l'État dise on siffle la fin de la partie, on arrête et on fait un appel d'offres avec une clause d'immunité extraterritoriale. Or aujourd'hui, la directrice du HDH dit bah oui, mais il n'y a pas d'offre en face. Bah si, en fait, il suffit que les hyperscalers soient un peu mis de côté et que tous les clouders européens fassent un consortium. Et je pense qu'ils sont prêts à chasser en mode sur ce sujet. Il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a pas... Alors, je vois Arnaud qui n'est pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a pas le niveau de performance aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'intégration très forte entre aujourd'hui le stockage, les données et leur traitement, et la notion d'intelligence artificielle qui arrive derrière. On le sait quand même aujourd'hui, il faut le reconnaître, les GAFAM sont plutôt bons dans une certaine capacité à savoir maîtriser ça. Est-ce qu'il y a aussi ça quand même qui existe, ou véritablement c'est une méconnaissance ? Le Health Data Hub, c'est très symptomatique, pour ne pas dire totémique, et c'est très important parce que soit c'est une exception, c'est parce qu'on était dans un entre-deux, c'est le moment où les enjeux de souveraineté commencent à émerger, la décision s'est prise en plein Covid, je pense qu'il y a eu un effet de panique en se disant il faut des solutions fiables, en plein Covid, il fallait se mettre un peu à leur place. Donc on peut comprendre que dans cette période de transition, il y a des décisions comme celle-ci. Mais si ça reste une exception, tout va bien. Si ça devient la règle, là on va se reprendre 20 ans de souveraineté numérique dans la tronche, et ça va nous faire très mal. Donc les solutions sont en train de se créer, une fois de plus on revient sur l'offre. Une offre, je crois que l'offre NumSpot qui a été lancée par la Banque des Territoires avec Dassault, etc., c'est précisément pour répondre au Health Data Hub. Donc le problème devrait se régler, mais je ne sais pas, en même temps je vous dis ça parce que je vais au niveau européen maintenant un instant. L'année prochaine, il va y avoir un grand appel d'offres européen, donc une grande commande de l'Europe avec un appel d'offres qui s'appelle Simple et qui va financer à hauteur de 65 millions d'euros ce qu'on appelle l'infratech, le smart middleware, on appelle ça comme on veut, c'est l'offre d'infrastructure logicielle qui va sous-tendre à tout le marché commun de la data européen. D'accord ? Les data space, tout le data sharing, tout le DGA, etc. Il y a deux options. Option 1, ce sont les Allemands qui gagnent cet appel d'offres et c'est un consortium qui s'appuie sur AWS et Azure. Option 2, la France réussit, et nous militons pour le faire, à créer un consortium basé sur une multitude d'acteurs qui répondent à ces enjeux de souveraineté. Voilà. Si on ne gagne pas cet appel d'offres, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres Health Data Hub. Je pense que le Health Data Hub n'est pas simplement une exception, parce que
on a préfiguré, enfin le LZAE préfigure la plateforme de données de santé européenne. Donc il faut absolument, c'est la matrice de base. Mais voilà, donc si on n'arrive pas à dire à l'Europe qu'on a réussi, nous aussi, sur le LZAE, à faire un consortium qui permette d'apporter les services qu'il faut à la plateforme, on ne gagnera pas ce fameux appel d'offres. Donc c'est pas simplement, il ne faut pas que ça reste une exception, il faut même qu'on arrive à le basculer dans quelque chose qui est, non, finalement, ce n'est plus une exception, on rentre dans le droit commun, c'est plus Azure. Voilà, c'est un consortium de clouders européens et on préfigure ce que sont les appels d'offres du futur au niveau européen. Sinon, la Commission fera exactement ce qu'elle voudra, c'est-à-dire qu'elle dira voir les GAFAM. Telle qu'elle est aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'on revient à la question des Allemands, ça a été déjà dit par Arnaud. Et est-ce qu'il y a aussi une question, quelque part, de culture politique numérique, ou plutôt culture numérique des politiques? Un peu comme dans beaucoup d'entreprises, pendant longtemps, on prenait du Microsoft ou de l'IBM parce que c'était tranquille et au moins on était protégé, même si on avait envie de travailler avec la petite start-up française qui était cool. Il y a aussi ça ou pas qui se joue? Oui, clairement, il y a ça. Il y a le fait qu'il y a, d'abord, les GAFAM ont fait de l'entrisme très fort. Il y a des lobbies aussi. Il y a beaucoup de lobbying sur le sujet. Et puis, effectivement, le fait que, en fait, l'État voudrait être comme les entreprises du CAC 40, avec des solutions qui soient des solutions américaines, parce que c'est à la mode et parce que c'est bon, parce que voilà. Peut-être aussi que c'est éprouvé. Oui, c'est éprouvé, sauf que je suis désolé, mais aujourd'hui, la culture du ministère de la Culture en termes de données et d'utilisation du cloud, elle est quasiment nulle. Ils s'en servent pas. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une Rolls-Royce? Non. Ils ont besoin d'un transit dans lequel ils mettent leurs données. Ils ne sont même pas capables de faire du data mining véritablement. Donc, à quoi ça sert d'avoir la Rolls? Et c'est là où la commande publique devrait pouvoir fonctionner. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait au sein de l'État une vision transversale du numérique, ce qui n'est pas suffisamment le cas. Le ministère du numérique, je le regrette toujours, mais je l'ai dit à Jean-Noël Barrot plusieurs fois, c'est dommage que ça soit resté à Bercy. Ça serait bien que ça soit un ministère à part entière, avec une administration dédiée, qui ne soit pas directement inféodée à Bercy, parce que Bercy a de temps en temps des réflexes, notamment via la DGE, qui sont des réflexes de numérisation à marche forcée, et notamment avec les GAFAM. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui pénalise beaucoup la sphère publique. Plusieurs choses. Il faut, je le redis, une stratégie d'achat public, mais il faut aussi, dans cette stratégie, nommer les bons acheteurs. Parfois, c'est aussi des questions de personnes. C'est-à-dire qu'on sort d'une culture où il y a des gens clés qui ont un tropisme assez important vers les GAFAM. Et je pense qu'il faut faire tourner les effectifs aussi. On va attaquer la dernière partie de cette émission. On va d'ailleurs se regarder le dernier extrait. C'est Benjamin Bayard. En fait, le sujet cloud souverain, pour moi, il ne fait que mettre la lumière sur des problèmes qui existaient déjà dans l'économie numérique, dans le cloud. Il montre des solutions qui sont déjà disponibles. Alors, il y a des solutions nouvelles qui sont en train de se monter. Je veux dire, les 3 hyperscalers n'avaient pas prévu de travailler sous licence. Ils s'y trouvent contraints parce que c'est la seule façon qu'ils ont de conserver leur techno en Europe. Et donc, ça, c'est nouveau. Mais toutes les solutions de cloud en Europe, elles existaient déjà. Et elles proposent des solutions autres qui sont déjà sur la table. Et en fait, la seule chose qui nous empêchait de traiter sérieusement ces sujets-là il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est le déni. C'est le fait que quand on allait voir les grands DSI en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe si Amazon vous claque la porte au nez ?» et où ils disaient tous « oh, mais Amazon, c'est des gentils, jamais ils se fâcheront ». Non, jamais Microsoft me fera un sale coup, jamais le gouvernement américain ne se fâchera contre personne, etc. etc. Bon, bah, voilà, l'expérience montre que c'est pas vrai. Est-ce que nous sommes encore politiquement dans le déni ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis plusieurs mois. D'abord, et j'en suis très content, le ministre de l'économie et des finances a le mot souveraineté numérique, industrielle et numérique dans son intitulé. C'était une grande bascule d'ailleurs, oui, une grande nouveauté. C'est vraiment une nouveauté. C'était la prise de conscience qu'on était... voilà, il fallait qu'on réagisse et qu'il fallait qu'on retrouve une forme de souveraineté. On en parle beaucoup, alors parfois à tort et à travers. On a beaucoup mis souveraineté et souverainisme au même terme, donc je suis très content qu'on ait pu rappeler tout à l'heure la définition qu'a donnée Paulin sur le sujet, que je partage parce que c'est à peu près la même que celle qu'il y avait dans notre rapport, et puis je pense qu'elle fait l'unanimité. Le déni, ça y est, il est passé. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que de la prise de conscience, on va vers les actes. Et c'est ce qu'aujourd'hui on attend. C'est-à-dire que le discours de Strasbourg était un discours très très important parce qu'il a montré un infléchissement de la politique du ministère de l'économie et des finances sur la partie numérique, donc du gouvernement sur la partie numérique. Une volonté européenne avec Thierry Breton allant dans le même sens. Sauf que les actes aujourd'hui ne sont pas forcément exactement au même niveau. Et donc moi aujourd'hui, quand je vois Ursula von der Leyen dire qu'on va trouver un accord d'adéquation avec les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis,
Si c'est à la lumière de ce qui s'est passé entre les Anglais et les États-Unis, je suis un peu inquiet. On aura un Schrems 3 dans pas longtemps, et donc on sera encore pendant 3 ans dans une incertitude juridique qui fera qu'on n'avancera pas. Et puis Gaïa a raté sa cible, donc il faut qu'on arrive à trouver quand même des actes forts et qu'on montre les choses. Justement, peut-être en 2 mots, Gaia-X, pour expliquer en 2 mots, parce que tout le monde parle de Gaia-X comme étant un cloud européen, ce n'est pas ça. Pas du tout. Je serais curieux d'entendre la définition du député et j'apporterai la mienne derrière parce que c'est un enjeu important. Philippe Latombe. Gaïa, c'est certainement pas un fournisseur de cloud. C'est un cercle de réflexion qui va produire des normes et des projets. Et qui va porter des projets. Mais c'est absolument pas un créateur de cloud. C'est pas Gaia-X sera le cloud de demain. Non. C'est un endroit où les industriels réfléchissent à des normes et proposent de soutenir des projets qui vont essayer de tendre vers une autonomie sur la partie du cloud. Mais c'est absolument et dans lequel il y a le GAFAM d'ailleurs. Dans lequel, dans les comités techniques, alors on a fait un truc à l'européenne, c'est-à-dire que dans la gouvernance, on y a mis que des Européens, en disant c'est stratégique, il faut que ça soit que des Européens. Et dans les comités techniques, on a ouvert à tout le monde, parce qu'on a voulu montrer qu'on était agnostique et qu'on pouvait l'ouvrir à tout le monde. Les GAFAM s'y sont engouffrés, ils envoient des salariés par charrette entière, des juristes, et ils posent tellement de questions que ça avance pas, quoi. Arnaud Ponce. J'ai enfin trouvé un sujet de désaccord avec le député. Ah Je vais essayer d'expliquer vraiment Gaïa en prenant un peu de temps, parce que je pense que c'est un sujet très structurant pour les prochaines années, et on passe toujours un peu trop vite dessus. La stratégie européenne, celle de Thierry Breton, c'est et c'est le même sujet qu'on a depuis le début, c'est de dire, voilà, ça fait 20 ans que les données sont centralisées, captées par une poignée d'entreprises, la CAFA. Comment est-ce qu'on peut créer un marché alternatif? C'est en poussant à partager ces données. Les données, soit elles sont partagées, soit elles sont centralisées, et quand elles sont centralisées, c'est pas par nous. Donc il faut qu'elles soient partagées. Donc maintenant, on va structurer un marché où on partage les données. Pour structurer ce marché, il y a une régulation qui est dédiée à ça. Le règlement, on en a déjà parlé, c'est Data Governance Act. Il va pousser les filières à mutualiser leurs données, à créer ce qu'on appelle des data space, à partager des données. Et là où il était malin, Thierry Breton, c'est qu'il s'est dit, ça c'est le cadre, mais on va essayer de ne pas faire la même erreur que le RGPD. Parce que le RGPD, en fait, c'était déjà un premier volet du DGA quelque part. Il s'est dit, je vais créer un cadre aussi opérationnel pour s'assurer que les entreprises prennent à bras-le-corps cette opportunité qu'est la régulation. La régulation n'est pas qu'une contrainte, c'est une opportunité business, parce que c'est une régulation qui est faite par et pour les Européens pour qu'ils se créent un marché alternatif. Donc il crée Gaia-X, qui est un espace de gouvernance où les différentes parties se mettent d'accord sur les moyens d'interopérabilité, bref, que ce partage de données se fasse dans un cadre maîtrisé, qu'il y ait un écosystème avec logique de normes, qui le fasse avec les labels, etc. Et il y a une erreur dans l'histoire, c'est effectivement d'avoir fait rentrer les GAFAM. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à défendre les GAFAM, mais je vais défendre Gaïa dans l'approche. Je pense que les ont fait rentrer trop tôt, c'est une erreur, mais que ce n'est pas mortel, parce qu'ils ne sont pas dans la gouvernance, justement. Ils ne sont pas au conseil d'administration, ils sont associés à Gaia-X. Pourquoi? Parce que Gaia-X, par définition, est là pour pousser du multi-cloud. Le multi-cloud, c'est le fait que, aujourd'hui, quand vous avez votre acteur numéro 1 qui a 1% de part de marché avec OVH, ça veut dire que pour pénétrer le marché, il y a une seule solution, c'est le multi-cloud. Il ne va pas d'un seul coup. McDonald's et Renault ne vont pas arrêter AWS pour se mettre sur OVH, c'est pas vrai. Donc ça va monter progressivement par du multi-cloud. Et donc encadrer le multi-cloud, c'est le but de Gaia-X. C'est un des buts. Et donc, vous ne pouvez pas gérer l'interopérabilité du multi-cloud si vous n'avez pas les gens avec qui vous allez devoir gérer ce multi-cloud. Après, je suis d'accord, ils sont rentrés un peu trop tôt. On aurait dû être plus fort sur nos assises avant de les faire rentrer, parce qu'en termes de lobbying, ils sont évidemment meilleurs que nous. Mais Gaia-X, c'est ça. Moi, j'y crois énormément, parce qu'il y a 2 sujets. Depuis tout à l'heure, on tourne autour de deux sujets. Soit le numérique, les Allemands, on reprend encore Allemagne-France, les Allemands essayent de digitaliser leur économie. Nous, on essaie d'européaniser le numérique, les Français. C'est-à-dire le RGPD, c'est ça, c'est l'extraterritorialité. Le Data Governance Act, ça va être ça. C'est le fait qu'on va, à travers la régulation, exporter nos valeurs. Protection des données personnelles, protection des données des entreprises avec le Data Governance Act. Et donc, cette extraterritorialité, c'est à la fois économique, parce qu'on crée un marché, mais aussi, j'allais dire, philosophique. C'est le fait que l'Europe s'impose au niveau mondial, impose ses valeurs. Donc moi, je suis à fond pour Gaia-X.
Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord et c'est bien qu'on ait ce sujet de désaccord. D'abord, il y a une thrombolyse complète du fonctionnement de Gaïa par les GAFAM et donc ça pose quand même un problème parce que ça veut dire que les travaux n'avancent pas comme ils devraient avancer. Certains groupes de travail sont bloqués. Ouais, là il y a un véritable souci. Et puis les GAFAM, on commence à travailler à l'étape d'après. C'est qu'ils sont en train de se dire mais comment est-ce que je fonctionne différemment. Google est en train de se dire comment est-ce que je fais pour que mon OS puisse contourner le RGPD au maximum. Donc ils sont en étant dans ces groupes de travail là, ils sont en train de penser à l'étape d'après. En fait, on leur donne la possibilité de commencer à penser à l'étape d'après. Mais ils le feraient sans nous, sans être dedans. Oui, alors on a d'autres solutions. C'était Secnum Cloud par exemple, en disant, c'est le cas de Sens par exemple, où Thales est censé pouvoir auditer le code. Bon, alors c'est toujours très difficile à faire. Techniquement, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent le faire, mais c'est aussi pour ça qu'AWS ne voulait pas rentrer dans cette logique hybride. Mais ils y sont obligés maintenant, donc ils vont le faire. Mais ils ne voulaient surtout pas, parce qu'il y a une culture du secret chez AWS qui est telle que quelqu'un qui mette le doigt quelque part dans le code de chez AWS, ça leur donnait des boutons. En général, ils n'aiment pas qu'on regarde, qu'on ouvre le capot. Et ils n'aiment rien du tout. Mais donc aujourd'hui, on a peut-être la solution, effectivement, sur la partie DGA, en disant que les codes doivent être ouverts, auditables de façon simple. Et voilà, moi je pense que Gaïa, malheureusement, l'encéphalogramme de Gaïa va gentiment devenir de plus en plus plat. On aura quelques projets qui vont sortir, mais ce ne sera pas l'impact que ça aurait dû avoir. Ça ne sera pas rien, mais ça ne sera pas la solution telle qu'on l'avait vendue au départ et qui avait été vue par tout le monde comme étant le cloud européen, même construit, ce qui n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Oui. Donc maintenant, ça commence à réussir le véritable objectif, mais l'objectif qui n'était pas le sien, effectivement, n'est pas atteint, je le confirme. Bien vu. Finalement, ça arrive à vous rejoindre au final. On arrive sur la fin de cette émission. Vous disiez il y a quelques instants, Philippe Latombe, qu'il n'aimait pas que les GAFAM, les sociétés de cloud américaines n'aimaient pas qu'on ouvre le capot. Justement, pensez-vous que ça puisse, on parlait d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant, dans la foulée de tout cela, d'imposer notamment une transparence pour les algorithmes, par exemple, ou ce genre de sujets-là, qui peuvent être l'avenir, justement? Alors, je ne sais pas s'il faut... sur la partie IA, c'est un sujet que je travaille en ce moment puisque j'ai une mission d'information sur la partie des caméras de sécurité et notamment tout ce qui est intelligence artificielle pour le traitement de l'image. La question est, est-ce qu'on doit auditer l'intégralité des algorithmes ou est-ce qu'on doit avoir une autorité de régulation qui serait, en France, je pense, plutôt plus proche de la CNIL, et donc la CNIL, à qui il faudrait qu'on confie ça, qui sont en capacité, avec un dataset, donc avec des images, avec des données, de faire tourner l'algorithme et de s'assurer que le résultat qu'on obtient est bien le résultat qui était attendu. Parce que l'IA va nécessiter des technicités très très fortes qu'on n'aura pas forcément en capacité au sein de l'espace public à recruter, parce que ça coûte cher. Et puis parce que l'intelligence artificielle va évoluer de façon très rapide, notamment parce que les algorithmes vont évoluer et parce qu'à un certain moment, ils vont devenir auto-apprenants. Et donc pour un certain nombre de cas, je pense que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse comme pour les médicaments, c'est-à-dire qu'on se dise quel est le résultat que j'attends. Voilà la pathologie, voilà le résultat que j'attends du médicament. Est-ce que la molécule fonctionne bien ? Est-ce que la molécule fonctionne bien ? Et ensuite, on voit comment ça fonctionne. Si on doit rentrer à l'intérieur des choses, il va nous falloir des spécialistes, il va falloir les payer très cher. Et aujourd'hui, la grille indiciaire de l'État ne permet pas de faire ce genre de choses. J'ai une dernière question qui vient d'un internaute très concrète, quelqu'un qui est un entrepreneur qui nous dit si les données de mon entreprise sont hébergées en France, auquel cas il n'y a plus de risque ? Pour finir ce grand débat, justement, qui est une question très concrète, finalement, et très simple, au final. Il y a toujours un risque. D'abord, là, il y a un risque de se les faire voler. Il y a un risque de se les faire crypter. C'est les fameux rançongiciels dont on parle depuis quelques temps. Et puis, il y a une vraie question, c'est est-ce que, même sans se les faire piquer, est-ce que simplement le fait de pouvoir les lire, c'est pas apprendre sur la stratégie de l'entreprise et donc de pouvoir, éventuellement, quand je suis un concurrent, me positionner sur d'autres marchés par rapport à cette entreprise. Donc, la localisation n'est pas une protection absolue. Mais c'est un début. C'est un début, mais c'est très juridique. La vraie protection, c'est d'abord de savoir où est-ce qu'on met les données et comment est-ce qu'on les chiffre, essentiellement. Sa question, je la reformule, c'est est-ce que je peux avoir confiance ? Et j'invite donc l'auditeur à réécouter toute l'émission. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci beaucoup pour cet élément. Et puis, comme disait Benjamin Maillard, dont on a vu la vidéo tout à l'heure, il dit qu'il faut accepter de gérer la complexité et de sortir de l'âge de l'enfance du cloud. Je trouve que la formule est plutôt jolie. Pour finir, messieurs, si je vous demandais 3 décisions politiques à prendre impérativement dans tout ce qu'on a pu brasser dans ce podcast, vous retiendriez quoi ? Les 3 angles, les 3 éléments clés qui feront qu'on arrivera en 2030 sur un chemin positif et qu'on arrivera sur une pilule bleue plutôt qu'une pilule rouge. Commande publique, premier point.
Il faut qu'on arrive à la flécher. Deuxième point, il faut qu'on ait toute la réglementation qui va avec. Et la troisième, c'est qu'on ait une volonté politique au niveau européen. Et donc, on arrête cette divergence de vue avec les Allemands qui va nous entraîner, si on continue comme ça, dans le mur. Arnaud Ponce. On est d'accord. Après Philippe Latombe. Commande publique, by European Act, la création de ce qu'on appelle un infratech, donc cette infrastructure de confiance commune, souveraine, pour ne pas dépendre des hyperscalers. Et je rajouterai un troisième point qui est un peu lié à la discussion sur l'IA, être plus présent sur les travaux de normalisation. C'est-à-dire qu'on parle souvent de régulation. Après, il y a un niveau très important, c'est qu'une régulation en général est très large. Et après, c'est au niveau des normes que se décide pour chaque entreprise, pour chaque filière, les spécificités de la régulation. Et en général, comme on n'est pas très bon en lobbying, en présentiel sur ce genre de moments, on se fait dépasser et on perd toute la défense de nos intérêts. Et comme on a un énorme paquet de régulation qui est en cours, ça veut dire qu'il va y avoir une grande phase de travaux sur normalisation. Il faut être très présent. Arnaud Ponce, vous proposez il y a quelques instants de revoir l'intégralité de ce podcast et il a entièrement raison. Cependant, pour ceux qui en voudraient encore plus, est-ce que vous avez éventuellement une recommandation à faire de lecture, de choses à visionner, à lire, à écouter, qui peut être intéressante pour continuer le débat et se faire une opinion sur ce sujet qui est complexe mais qui est quand même crucial? Peut-être une proposition qui est de revenir dans les années 90 et de re-regarder Total Recall. Un film avec Schwarzenegger. La première version, la version avec Schwarzenegger. La version avec Schwarzenegger. Je pense qu'en la regardant maintenant, on se dit qu'on est à la moitié du chemin du film. On commence à penser à Mars, on commence à avoir des questions sur où est-ce qu'on stocke les données, où est-ce qu'elles sont, comment ça se fonctionne. Je pense que ça peut être intéressant de se remettre en perspective. C'est toujours bon la science-fiction, parce que ça nous dit toujours ce qui va se passer après. Et donc le fait de regarder dans le rétroviseur en se disant il y a 25 ans ou 30 ans, voilà ce qu'on pensait de l'avenir, ça peut éclairer beaucoup de choses. Très bien, Philippe Latombe, donc Total Recall, première version. Arnaud On Ponce. continue sur pilule rouge, pilule bleue. Moi, pilule bleue, regardez Playlist sur Netflix, parce qu'il y a un seul GAFA européen, c'est Spotify. Et là, c'est l'histoire de Spotify qui est racontée, c'est passionnant. Messieurs, Philippe Latombe, député, Arnaud Ponce, Think Tank Digital News. Voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, j'ai eu une petite absence, désolé pour la fin. Merci à vous de cette présence, de ce débat éclairé et éclairant. Merci à vous, et puis merci à vous de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un prochain Café Cloud 2030 by ODrive. Café Cloud 2030. Explorer demain pour comprendre aujourd'hui.